imagine un territoire immense coincé entre deux titans qui se disputent le contrôle du monde connu. Au sud, le califat abbasside, une superpuissance musulmane qui s'étend de l'Espagne jusqu'aux frontières de l'Inde, armée de 100 000 guerriers, portés par la ferveur de l'islam conquérant. Au sud-ouest, Byzance, l'héritière de Rome, gardienne du christianisme orthodoxe, protégée par les murailles imprenables de Constantinople. Et entre ces deux géants, sur les steppes infinies qui s'étendent de la mer Noire à la mer Caspienne, de la Volga au Caucase, se dresse le khaganat khazar. Mais ne te trompe pas, ce royaume turcique n'était pas une victime coincée entre deux monstres. C'était le troisième joueur, celui qui tenait l'équilibre du pouvoir, celui sans lequel ni Byzance ni le califat n'auraient pu survivre. Comment un peuple de guerriers nomades a-t-il réussi à transformer les steppes sauvages en une superpuissance commerciale qui contrôlait les routes les plus lucratives du monde médiéval ? La réponse se trouve dans la géographie, dans la guerre et dans une politique étrangère d'une subtilité extraordinaire. Visualise la carte de l'Eurasie au 8e siècle. La Volga, ce fleuve immense que les Khazars appelaient Attil en hommage à Attila le Hun, traverse leur territoire du nord au sud. C'est l'artère vitale de leur empire, le fleuve qui relie les forêts glacées de la Russie moderne aux eaux chaudes de la mer Caspienne. Sur ce fleuve naviguent les marchands scandinaves, les Varegs, transportant des fourrures, de l'ambre, des esclaves capturés lors de raids en Europe. Ils descendent la Volga jusqu'à Attil, la capitale khazare, où ils échangent leurs cargaisons contre des dirhams arabes en argent, de la soie chinoise, des épices persanes. Mais ce commerce ne traverse pas le territoire khazar gratuitement. Chaque bateau, chaque caravane doit payer des taxes douanières. Les Khazars contrôlent les péages et ces péages leur rapportent des fortunes colossales. Un système de 25 à 30 tribus vassales paie également un tribut annuel. Une peau de zibeline par foyer pour certains, des peaux de castor et d'hermine pour d'autres, du miel, de la cire, du bétail. C'était une économie tributaire d'une efficacité redoutable, qui finançait une armée permanente, une administration centralisée et une capitale cosmopolite. Mais les Khazars ne se contentaient pas de percevoir des taxes, ils garantissaient la sécurité. La Pax Khazarica, la paix khazare, était un concept révolutionnaire pour l'époque. Dans un monde où les routes commerciales étaient constamment menacées par les pillards nomades, où chaque caravane risquait d'être attaquée par des tribus de la steppe, les Khazars offraient une garantie: traverse notre territoire et tu seras protégé. Paye tes taxes et nos soldats veilleront à ce que tu arrives à destination. Ce modèle économique rappelle celui des mafias modernes, certes, mais il fonctionnait. Grâce à cette protection, les routes commerciales entre l'Europe et l'Asie sont devenues sûres pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain. Les marchands pouvaient planifier des expéditions à longue distance, sachant qu'ils ne seraient pas massacrés par des bandits dans les steppes. Et cette sécurité attirait encore plus de commerce, créant un cycle vertueux de prospérité. Mais cette richesse attirait également les convoitises. Au sud, le califat omeyyade, puis abbasside, regardait avec envie ce royaume païen qui contrôlait les portes du Caucase. Le Caucase broutissant, cette chaîne de montagnes qui sépare l'Europe de l'Asie, n'a que deux passages praticables, le passage de Darial à l'ouest et le passage de Derban à l'est le long de la mer Caspienne. Derbent, cette cité fortifiée que les Perses avaient construite des siècles auparavant, était la clé du nord. Celui qui contrôlait Derbent contrôlait l'accès aux steppes, aux richesses du nord, aux esclaves slaves, aux fourrures. Et les Arabes voulaient Derbent. En 642, à peine 10 ans après la mort du prophète Mahomet, les armées du califat Rachidoun envahissent le Caucase. Leur objectif, conquérir les terres au-delà des montagnes, étendre l'islam vers le nord, soumettre les Khazars. Ce fut le début d'une série de guerres qui allait durer plus d'un siècle. La bataille décisive de cette guerre a lieu à Marj Ardabil, sur les plaines entourant la ville d'Ardabil dans le nord-ouest de l'Iran actuel. Les armées khazars affrontent les forces du califat dans un affrontement titanesque. Et les Khazars l'emportent. Cette victoire envoie des ondes de choc dans tout le monde musulman. Comment un royaume païen, un peuple de nomades, pouvait-il infliger une défaite aussi humiliante à la plus grande puissance militaire de l'époque ? Les Arabes lancent une contre-offensive sous le commandement de Maslama ibn Abd al-Malik, mais même lui ne parvient pas à soumettre définitivement les Khazars. Le coup le plus dur arrive en 737. Marwan ibn Muhammad, le futur calife,
lance la campagne la plus massive jamais dirigée contre le Khaganat. Cette fois, les Arabes emploient la ruse. Marwan feint une attaque sur un front, puis pivote brusquement et envahit le cœur du territoire khazar par un autre chemin. Le Khagan, pris par surprise, n'a pas le temps de mobiliser ses armées. Il est contraint de fuir sa capitale, d'abandonner Atil, de se réfugier encore plus au nord, sur les rives de la basse Volga. Les forces arabes le poursuivent, écrasent les dernières trames et troupes khazars et forcent le Khagan à se soumettre. Selon les chroniqueurs musulmans, le Khagan accepte de se convertir à l'islam et de payer un tribut annuel au califat. C'était la fin, semblait-il. Le Khaganat khazar venait de devenir un vassal du califat omeyyade. Mais voici ce que les chroniqueurs arabes n'ont pas compris. Marwan ne pouvait pas laisser une garnison suffisante dans les steppes. Les distances étaient trop grandes, la logistique trop complexe et le califat était déjà engagé dans d'autres guerres sur d'autres fronts. Alors, après avoir humilié le Khagan et obtenu sa soumission formelle, Marwan retira ses troupes. Et dès qu'il fut parti, le Khagan renia sa conversion. Il cessa de payer le tribut après 3 ans. Le Khaganat khazar redevint indépendant, comme si rien ne s'était passé. Les Arabes avaient gagné une bataille, mais perdu la guerre. Après 737, aucune grande campagne arabe ne fut plus jamais lancée contre les Khazars. Les deux puissances étaient épuisées, et un équilibre fragile s'installa. Pendant ce temps, à l'ouest, Byzance observait ces guerres avec un intérêt stratégique intense. Les empereurs byzantins comprenaient une chose essentielle. Tant que les Khazars tenaient le Caucase, les Arabes ne pouvaient pas concentrer toutes leurs forces contre Constantinople. Chaque soldat arabe envoyé combattre les Khazars au nord était un soldat de moins pour assiéger les murailles byzantines. C'était une alliance naturelle, forgée par l'intérêt mutuel. Et Byzance ne se contentait pas d'une alliance informelle. Elle scellait ses pactes avec du sang royal. En 732, l'empereur Léon III le Syrien marie. Son fils, Constantin, le futur empereur Constantin V, a une princesse khazare nommée Tzitsak, fille du Khagan Bihar. Tzitsak prend le nom chrétien d'Irène et de cette union naît un fils qui deviendra empereur sous le nom de Léon IV, surnommé Léon le Khazar. Imagine l'ampleur symbolique de cet événement. Un empereur de Byzance, héritier de Rome, avec du sang khazar dans les veines. C'était plus qu'un mariage diplomatique. C'était une fusion dynastique, une reconnaissance que les Khazars n'étaient pas de simples barbares, mais des partenaires égaux dans la géopolitique mondiale. Cette alliance byzantino-khazare fonctionne pendant des décennies. Lorsque les armées musulmanes assiègent Constantinople en 717, les Khazars traversent le Caucase et envahissent l'Azerbaïdjan à la demande de Byzance, forçant le califat à diviser ses forces. C'était une manœuvre de diversion brillante et elle contribua à sauver Constantinople. Mais cette alliance avait un prix. Les Khazars étaient des alliés, pas des vassaux. Ils exigeaient le respect, l'indépendance et surtout la liberté de choisir leur propre voie religieuse. Et c'est précisément cette indépendance qui allait mener à la décision la plus audacieuse de leur histoire. Pourquoi les Khazars ont-ils refusé de devenir chrétiens ou musulmans ? La réponse est simple, la géopolitique. Se convertir au christianisme aurait signifié tomber sous l'influence culturelle et politique de Byzance. Accepter l'islam aurait signifié se soumettre au califat. Les Khazars comprenaient mais que la religion, à cette époque, n'était pas qu'une question de foi personnelle. C'était un outil de domination impériale. Celui qui contrôle ta religion contrôle ton allégeance, tes alliances, ton identité. Alors les Khazars ont cherché une troisième voie. Une religion qui n'était associée à aucun empire expansionniste. Une religion qui leur permettrait de rester indépendants, de commercer avec tout le monde, de ne s'allier avec personne définitivement, et cette religion c'était le judaïsme. Le territoire khazar était une mosaïque ethnique et religieuse. Des chrétiens arméniens et géorgiens vivaient dans le Caucase. Des musulmans commerçaient dans les villes, des païens adoraient Tangri, le dieu du ciel des steppes. Et des communautés juives venues de Perse et de Byzance s'étaient installées dans les centres commerciaux. Atil, la capitale, reflétait cette diversité extraordinaire. Les sources arabes décrivent un système judiciaire unique. Un tribunal composé de 7 juges, 2 juifs, 2 musulmans, 2 chrétiens et 1 pour les païens. Chaque communauté était jugée selon ses propres lois.
C'était un pluralisme institutionnalisé, une tolérance pragmatique qui permettait au commerce de prospérer sans les tensions religieuses qui déchiraient le reste du monde. Les Khazars avaient compris quelque chose que les empires de leur époque refusaient d'admettre. La diversité était une force, pas une faiblesse. Tant que chacun pouvait pratiquer sa religion librement, tant que les lois étaient équitables, les gens commerceraient, paieraient leurs taxes et soutiendraient le royaume. C'était une vision moderne dans un monde médiéval, mais cette tolérance avait ses limites. Au sommet du pouvoir khazar se trouvait une dualité politique mystérieuse, le Khagan, le roi sacré, et le Bek, le commandant militaire. Le Khagan était une figure semi-divine, isolée du monde, rarement vue en public. C'était lui qui incarnait la légitimité religieuse et spirituelle du royaume. Le Bek, en revanche, dirigeait l'armée, l'administration, les affaires quotidiennes. Ce système de double royauté ressemblait à celui du Japon médiéval, où l'empereur était une figure sacrée tandis que le shogun détenait le pouvoir réel. Pourquoi les Khazars avaient-ils adopté cette structure ? Était-ce pour protéger le Khagan de l'assassinat politique ? Était-ce une tradition héritée de leurs ancêtres nomades ? Les sources sont silencieuses et le mystère demeure. Ce royaume entre deux mondes n'était ni totalement nomade, ni totalement sédentaire. L'élite khazare hivernait à Atil, profitant du confort urbain, des bains publics, des marchés animés. Mais au printemps, elle repartait vers les steppes, vers les pâturages, vers les campements nomades. C'était une double vie, une dualité culturelle qui reflétait leur position géographique et politique. Ils étaient le pont entre la civilisation sédentaire et la liberté nomade, entre l'Orient et l'Occident, entre les trois grandes religions monothéistes. Et c'est précisément cette position unique qui les rendait indispensables, mais aussi vulnérables. Un empire qui est tout pour tous est aussi un empire qui n'est rien pour personne. Un royaume sans identité religieuse fixe, sans récit fondateur mythologique, sans texte sacré écrit de sa propre main, est un royaume fragile. Les Khazars dominaient les steppes par la force militaire et l'habileté commerciale, mais qu'arriverait-il si cette force déclinait ? Qu'arriverait-il si les routes commerciales changeaient ? Qu'arriverait-il si un nouvel ennemi, plus puissant, émergeait ? Et si je te disais que la décision la plus audacieuse de tout le Moyen-Âge n'a peut-être jamais eu lieu ? Que le récit d'un roi turcique qui rejette l'islam et le christianisme pour embrasser le judaïsme pourrait être une légende, une construction politique ou, au contraire, l'acte de résistance géopolitique le plus brillant de l'histoire médiévale. Nous sommes aux alentours de l'année 740, dans le palais royal d'Atil, capitale du Khaganat khazar. Le roi Bulan, souverain d'un empire coincé entre deux titans religieux, Byzance chrétienne et le califat musulman, se trouve face à un dilemme existentiel. Son royaume vient de subir une défaite humiliante contre les Arabes. En 737, le général Marwan a forcé le Khagan à se soumettre, à promettre une conversion à l'islam, à payer un tribut. Mais ce tribut n'a duré que 3 ans avant d'être abandonné. La soumission était feinte. Les Khazars sont redevenus indépendants. Mais l'indépendance politique ne suffit pas. Il faut une indépendance religieuse, culturelle, identitaire. Et c'est là que commence l'histoire la plus controversée, la plus fascinante et la plus mystérieuse de ce royaume perdu. Selon la tradition khazare, telle que rapportée dans la correspondance khazare, une série de lettres échangées entre le roi Joseph de Khazaria et Azdaï ibn Shaprut, ministre juif du califat de Cordoue en Espagne au Xe siècle, le roi Bulan était initialement un païen tourmenté par des questions spirituelles. Une nuit, un ange lui apparaît en rêve et lui ordonne de se convertir au monothéisme. Mais à quelle version du monothéisme ? Bulan hésite. 3 religions dominent le monde connu. Le judaïsme, le christianisme, l'islam. Chacune prétend détenir la vérité absolue, chacune exige une soumission totale. Alors Bulan organise un débat religieux, une joute théologique dans son propre palais. Il invite des représentants de chaque foi. Un rabbin juif, un prêtre chrétien, un imam musulman. Imagine la scène, ces 3 hommes, devant le roi des Khazars, défendant chacun leur religion comme la seule voie du salut, sachant que l'avenir géopolitique de tout un empire dépend de leur éloquence. Mais Bulan ne se contente pas d'écouter les arguments de chacun. Il pose une question piège, une question d'une subtilité redoutable. Il demande aux prêtres chrétiens « Entre l'islam et le judaïsme, laquelle de ces 2 religions reconnaissez-vous comme la plus proche de la vérité ?»
Le prêtre, incapable de valider l'islam, la religion de l'ennemi de Byzance, répond « C'est le judaïsme car il est la racine de laquelle le christianisme a émergé ». Buland se tourne alors vers l'imam musulman et pose la même question. Entre le christianisme et le judaïsme, laquelle reconnaissez-vous comme la plus proche de la vérité ? Et l'imam, refusant de valider le christianisme byzantin, répond également « le judaïsme car il est la foi des prophètes avant la révélation finale de Mahomet ». Buland a obtenu sa réponse. Les deux religions ennemies, celles qui se disputent le contrôle du monde connu, admettent toutes deux que le judaïsme est leur fondement commun. Alors, Buland choisit le judaïsme. Ni musulman, ni chrétien. Juif. C'était un coup de génie politique ou une manipulation rhétorique brillante, selon le point de vue que l'on adopte. Mais cette histoire est-elle vraie ? Voilà la question qui divise les historiens depuis des siècles. Certains voient dans ce récit une légende pieuse, une construction narrative destinée à légitimer a posteriori la conversion khazare aux yeux des communautés juives du monde musulman et byzantin. D'autres y voient une vérité historique fondamentale, confirmée par de multiples sources indépendantes. Car il ne s'agit pas seulement de la correspondance khazare, des chroniqueurs arabes, des diplomates byzantins, des voyageurs arméniens, tous mentionnent cette conversion. Un auteur musulman du Xe siècle, Al-Masoudi, écrit que le roi des Khazars et ses nobles se sont convertis au judaïsme pendant le règne du calife Haroun al-Rachid vers la fin du 8e siècle. Un chroniqueur arménien du 7e siècle, donc avant même la date présumée de la conversion, mentionne déjà la présence de juifs influents dans la cour khazare. Alors que s'est-il réellement passé ? Commençons par ce que nous savons avec certitude. Premièrement, la conversion khazare au judaïsme, si elle a eu lieu, ne concernait pas l'ensemble de la population. C'était une conversion élitiste, limitée au roi, à sa famille, à la noblesse, peut-être aux guerriers de la garde royale. Le reste de la population, les paysans, les commerçants, les artisans, est resté païen, chrétien ou musulman selon ses préférences. A-t-il demeuré une ville multiculturelle où coexistaient des mosquées, des églises et des synagogues ? Le système judiciaire khazare reflétait cette diversité. Un tribunal suprême composé de 7 juges, 2 juifs, 2 chrétiens, 2 musulmans et 1 pour les païens. Chaque communauté était jugée selon ses propres lois religieuses. C'était un pluralisme juridique d'une modernité stupéfiante pour l'époque, un modèle de tolérance que même nos sociétés contemporaines peinent parfois à égaler. Deuxièmement, la conversion au judaïsme rabbinique, c'est-à-dire au judaïsme tel que pratiqué par les communautés juives du Proche-Orient et d'Europe, avec la Torah, le Talmud, les règles alimentaires, kasher, la circoncision, l'observance du sabbat ne s'est pas faite du jour au lendemain. Le roi Buland, selon les sources, aurait initié une conversion superficielle, adoptant les principes monothéistes de base, mais sans embrasser pleinement les rituels complexes du judaïsme rabbinique. Ce n'est que sous le règne du roi Obadiah, petit-fils ou arrière-petit-fils de Buland, que le judaïsme rabbinique s'implante véritablement en Khazaria. Obadiah fait venir des rabbins de Bagdad et de Byzance pour instruire la cour khazare. Il fait construire des synagogues, établir des écoles juives, traduire des textes sacrés. Des noms bibliques hébraïques comme Joseph, Isaac, Aaron, Manassé deviennent courants parmi l'aristocratie khazarée. C'était une transformation culturelle profonde, une adoption progressive d'une identité juive qui allait au-delà de la simple proclamation politique. Mais pourquoi ? Pourquoi un roi turcique, descendant des nomades des steppes, héritier des traditions chamaniques de Tangri, le dieu du ciel, aurait-il choisi de devenir juif ? La réponse ne peut être que géopolitique. Adopter le christianisme aurait signifié tomber dans l'orbite de Byzance. Les empereurs byzantins utilisaient la conversion comme un outil d'expansion impériale. Convertir un peuple au christianisme signifiait nommer des évêques grecs, construire des églises selon les normes byzantines, enseigner le grec, imposer des normes culturelles et ultimement soumettre le nouveau royaume à l'autorité spirituelle du patriarche de Constantinople. Regarde ce qui s'est passé avec les Bulgares. En 864, le tsar Boris Ier de Bulgarie se convertit au christianisme orthodoxe byzantin. Résultat, la Bulgarie devient culturellement et politiquement liée à Byzance pendant des siècles. Les Khazars ne voulaient pas de ce destin. Adopter l'islam aurait signifié une soumission similaire au califat abbasside.
Se convertir à l'islam impliquait reconnaître le calife de Bagdad comme le commandeur des croyants, accepter la charia comme loi suprême et potentiellement participer au djihad contre les infidèles. Les Khazars venaient tout juste de repousser les armées arabes après un siècle de guerre sanglante. Se soumettre religieusement à l'islam aurait été perçu comme une trahison par leur propre peuple, un aveu de défaite. C'était politiquement inacceptable. Alors ils ont choisi la seule option qui garantissait leur indépendance, le judaïsme. Pourquoi le judaïsme ? Parce qu'à cette époque, le judaïsme était la seule grande religion monothéiste qui n'était associée à aucun empire expansionniste. Les Juifs étaient dispersés, sans État centralisé, sans armée conquérante, sans pape ni calife pour imposer leur autorité. Adopter le judaïsme permettait aux Khazars de devenir monothéistes, et donc de se placer sur un pied d'égalité civilisationnelle avec Byzance et le califat, tout en restant totalement indépendants. C'était un acte de résistance culturelle déguisé en conversion religieuse. Mais il y a une autre dimension, plus troublante, qui explique peut-être cette conversion. Les Khazars avaient subi en 737 une défaite écrasante face au général Marwan. Le Khagan avait été forcé de promettre une conversion à l'islam. Cette promesse, même si elle fut rapidement reniée, laissa une cicatrice psychologique profonde. Comment un royaume vaincu militairement pouvait-il restaurer sa fierté, sa légitimité, son prestige ? En choisissant le judaïsme, les Khazars envoyaient un message clair à Byzance et au califat. Nous ne sommes les vassaux de personne. Nous refusons vos religions impériales. Nous choisissons notre propre voie. C'était un acte de défi, une affirmation d'autonomie dans un monde où la religion dictait les alliances et les soumissions. Et ce défi a fonctionné, du moins pour un temps. Byzance et le califat ont continué de traiter avec les Khazars comme des égaux, comme une troisième force géopolitique incontournable. La conversion au judaïsme n'a pas affaibli les Khazars. Elle les a renforcés. Pourtant, cette conversion pose des problèmes historiques majeurs. Si les Khazars sont vraiment devenus juifs, pourquoi n'ont-ils laissé aucun texte religieux juif écrit de leurs propres mains ? Pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de commentaires talmudiques, khazars, aucune responsa rabbinique, aucune poésie liturgique en hébreu produite en khazaria ? Les communautés juives de Bagdad, du Caire, de Cordoue ont produit des bibliothèques entières de littérature religieuse. Mais les Khazars, rien. Ou presque rien. Les seuls documents que nous avons sont la correspondance khazare et une poignée de pièces de monnaie portant des inscriptions hébraïques. Certaines de ces pièces ont été découvertes en Suède, preuve que les Khazars commerçaient avec les Varegs scandinaves. L'une d'elles, la pièce de Moïse, porte l'inscription hébraïque « Moïse est le messager de Dieu », un écho étrange de la Shahada islamique « Mahomet est le messager de Dieu ». Était-ce une pièce de propagande pour affirmer l'identité juive du royaume, ou était-ce simplement une déclaration de foi sincère ? Le silence archéologique est encore plus troublant. Si les Khazars ont construit des synagogues, où sont-elles ? Si Obadia a établi des écoles juives, où sont les vestiges ? Les archéologues russes, qui prétendent avoir découvert Atil près d'Astrakhan, ont trouvé des fragments de fortifications, des poteries, quelques pièces de monnaie et une pierre gravée qui ressemble vaguement à une ménorah. Mais pas de synagogue monumentale, pas de mikvé rituel, pas de cimetière juif avec des inscriptions hébraïques. Certains chercheurs suggèrent que les constructions khazars s'étaient faites de bois et de terre, des matériaux qui se dégradent avec le temps, contrairement aux pierres des cathédrales byzantines ou des mosquées arabes. D'autres avancent que la montée des eaux de la mer Caspienne a littéralement englouti les ruines d'Atil. Mais ces explications suffisent-elles à justifier l'absence quasi totale de traces matérielles d'un royaume juif qui a régné pendant 2 siècles ? Il y a une troisième hypothèse, plus sombre. Et si la conversion khazare au judaïsme n'avait été qu'une façade politique ? Et si Bulan et ses successeurs avaient simplement adopté les symboles du judaïsme ? La Torah, les noms hébraïques, les rituels de circoncision, sans jamais vraiment abandonner leurs croyances chamaniques turques ? Certaines sources arabes suggèrent que les Khazars pratiquaient un syncrétisme religieux mêlant judaïsme et paganisme. Ils observaient certes le sabbat, mais continuaient d'honorer Tangri, le dieu du ciel. Ils se faisaient circoncire, mais pratiquaient toujours les sacrifices d'animaux selon les rites chamaniques des steppes. Si cette hypothèse est vraie,
alors la conversion khazare serait moins une transformation spirituelle qu'une stratégie de branding identitaire, une façon de se différencier des chrétiens et des musulmans sans réellement abandonner les traditions ancestrales. C'était du judaïsme à la khazare, une version hybride, syncrétique, adaptée aux besoins d'un empire eurasien multiculturel. Quelle que soit la vérité, la conversion khazare au judaïsme a des conséquences historiques immenses. Pour la première fois depuis la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, un royaume juif souverain existait. Pas en Palestine, pas au Proche-Orient, mais au cœur de l'Eurasie, sur les steppes infinies entre la mer Noire et la mer Caspienne. Pendant 2 siècles, les Khazars ont été le seul État juif du monde. Cette singularité attire l'attention des communautés juives dispersées dans le monde musulman et byzantin. Des lettres circulent, des émissaires sont envoyés, des rabbins voyagent jusqu'à Attil pour voir de leurs propres yeux ce royaume extraordinaire. Asdaï ibn Shaprut, ce ministre juif du califat de Cordoue en Espagne, envoie une lettre au roi Joseph de Khazaria vers 960, lui demandant confirmation de l'existence de ce royaume juif légendaire. La réponse de Joseph, si elle est authentique, et certains historiens en doutent, décrit en détail la conversion de Bulan, l'établissement du judaïsme rabbinique sous Obadiah et la prospérité continue du Khaganat. Pour les juifs diasporiques, opprimés dans le monde chrétien et tolérés mais subordonnés dans le monde musulman, l'existence des Khazars était une source d'espoir et de fierté. Un royaume juif puissant, indépendant, militairement redoutable, existait quelque part dans les steppes du Nord. C'était une preuve que les Juifs pouvaient être autre chose que des minorités persécutées, qu'ils pouvaient gouverner, conquérir, dominer. Mais cette fierté cache une angoisse plus profonde. Si un royaume turcique peut devenir juif par conversion, qu'est-ce que cela signifie pour l'identité juive elle-même ? Le judaïsme était-il une religion ethnique liée au peuple hébreu descendant d'Abraham, Isaac et Jacob ? Ou était-il une religion universelle ouverte à tous par la conversion, comme le christianisme et l'islam ? Les Khazars forçaient les Juifs à confronter cette question inconfortable. Et cette question, nous allons le découvrir dans les chapitres suivants, va ressurgir au XXe siècle avec une force explosive lorsque des théories controversées affirmeront que les Juifs ashkénazes d'Europe sont en réalité les descendants des Khazars convertis, et non des Hébreux du Levant. Une théorie qui, si elle était vraie, bouleverserait toute l'historiographie juive et remettrait en question les fondements mêmes du sionisme moderne. Mais avant d'explorer ces controverses, nous devons comprendre ce qui est arrivé aux Khazars eux-mêmes. Leur royaume juif a-t-il laissé des traces matérielles ? Des preuves archéologiques existent-elles pour confirmer ou infirmer cette conversion mystérieuse ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Connaissant. Et si tout ce que tu crois savoir sur les origines juives européennes était faux, et si les millions de juifs ashkénazes qui peuplent l'Europe, les États-Unis, Israël, n'étaient pas les descendants des Hébreux du Levant, mais d'un peuple turcique converti au Moyen-Âge dans les steppes eurasiennes. Cette hypothèse explosive a été lancée en 1976 par Arthur Koestler, écrivain hongrois de renom, dans un livre qui a fait l'effet d'une bombe politique, La 13e tribu. Koestler, lui-même juif ashkénaze, n'était pas un antisémite cherchant à délégitimer les juifs. Au contraire, il pensait détruire l'antisémitisme à sa racine. Si les juifs européens n'étaient pas sémites, mais des descendants de Khazars turcs, alors l'antisémitisme racial n'avait plus aucun fondement. Les nazis avaient persécuté le mauvais peuple. C'était une logique séduisante, généreuse même. Mais elle ouvrait une boîte de Pandore aux conséquences imprévisibles. Parce que si les Ashkénazes ne descendent pas des Hébreux bibliques, alors quel est leur lien historique avec la terre d'Israël ? Sur quoi repose leur droit au retour ? La théorie khazare n'a pas détruit l'antisémitisme. Elle l'a transformé, l'a adapté, lui a donné de nouveaux arguments. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après la publication de ce livre, le débat continue de faire rage. Commençons par comprendre la thèse de Koestler. Il s'appuie sur les travaux d'historiens antérieurs, notamment Douglas Morton Dunlop et Abraham Pollack, pour construire son argumentaire. Voici le cœur de son hypothèse. Après la conversion des Khazars au judaïsme au 8e siècle, le Khaganat prospère pendant 2 siècles. Mais au Xe siècle, l'empire s'effondre sous les coups de la Russe de Kiev. La capitale Attil est détruite en 968 ou 969. Le royaume khazar disparaît.
Mais que deviennent les Khazars juifs ? Selon Koestler, ils ne disparaissent pas. Ils migrent massivement vers l'ouest, fuyant la destruction et les invasions mongoles qui suivront. Ils s'installent en Ukraine, en Pologne, en Hongrie, en Lituanie, en Biélorussie, en Allemagne. Ils forment le noyau de ce qui deviendra la population juive ashkénaze d'Europe orientale. Au XVIe siècle, on estime à environ 8 millions le nombre de juifs en Europe, principalement en Europe de l'Est. Koestler pose une question démographique troublante. Comment une population juive aussi importante a-t-elle pu émerger en Europe orientale alors que les communautés juives de l'Empire romain et du Proche-Orient étaient relativement petites et dispersées après la destruction du Second Temple ? Sa réponse : la croissance démographique naturelle ne suffit pas. Il fallait un apport massif de conversion. Et les Khazars étaient cet apport. Koestler avance plusieurs arguments pour soutenir sa thèse. Premièrement, la géographie. Les communautés juives les plus importantes d'Europe au Moyen-Âge se trouvaient précisément dans les régions où les Khazars auraient émigré. Pologne, Ukraine, Hongrie, les zones frontalières de l'ancien territoire khazar. Deuxièmement, la linguistique. Le yiddish, la langue des juifs ashkénazes, contient des éléments germaniques, hébraïques, slaves, mais aussi, selon certains chercheurs, des substrats turcs qui pourraient provenir du khazar. Troisièmement, l'anthropologie. Koestler cite des études anthropologiques suggérant que les juifs ashkénazes présentent des caractéristiques physiques qui les distinguent en des populations sémites du Proche-Orient et les rapprochent des populations caucasiennes et turques. Cheveux plus clairs, yeux bleus, traits européens. Quatrièmement, les noms de famille. Certains noms juifs ashkénazes sembleraient avoir des racines turques ou caucasiennes plutôt que sémitiques. Cinquièmement, les traditions culturelles. Des coutumes spécifiques aux juifs ashkénazes, comme certains plats culinaires, certaines superstitions, certains rites funéraires, ne se retrouvent pas chez les juifs séfarades ou mizraïm, suggérant une origine distincte. Ces arguments semblent convaincants à première vue, mais ils ne résistent pas à l'examen scientifique rigoureux. Commençons par la génétique, la discipline qui, depuis les années 2000, a révolutionné notre compréhension des origines humaines. Si la théorie khazar est vraie, les juifs ashkénazes devraient néanmoins présenter des marqueurs génétiques typiquement turcs et caucasiens. Or, ce n'est pas ce que révèlent les études ADN. Une étude majeure, publiée en 2013 par Doron Behar et son équipe, intitulée Sans ambiguïté, aucune preuve génétique d'une origine khazar pour les juifs ashkénazes, a analysé les génomes de plus de 1000 individus, incluant des juifs ashkénazes et des populations caucasiennes. Conclusion : aucune similitude génétique particulière entre les ashkénazes et les populations du Caucase qui représentent de le mieux la région khazarée. Les juifs ashkénazes partagent en revanche des marqueurs génétiques significatifs avec les populations du Proche-Orient, palestiniens, libanais, syriens, ainsi qu'avec les autres communautés juives, séfarades, mizraïm, juifs yéménites. Cela suggère une origine commune au Levant, confirmant le récit traditionnel de la diaspora juive. Mais la science n'est jamais aussi simple. En 2012, un généticien israélien controversé, Eran El-Haïk, publie une étude affirmant exactement le contraire. En comparant l'ADN de juifs ashkénazes avec celui d'arméniens et de géorgiens, qu'il utilise comme substitut des anciens khazars, El-Haïk conclut que les ashkénazes présentent des ancestralités mêlées du Caucase, d'Europe et du Proche-Orient. Pour lui, cela soutient l'hypothèse khazare. Les juifs européens seraient une mosaïque génétique résultant de migrations depuis le Caucase. El-Haïk va plus loin dans des publications ultérieures, proposant que le royaume khazar judaïsé était une zone de transit pour une fédération de marchands juifs d'origines iraniennes, turques et slaves, qui lorsque l'empire s'est effondré se sont relocalisés en Europe. Il suggère même que le yiddish ne provient pas des régions germaniques, comme l'affirme le consensus académique, mais de 4 villages en Turquie orientale, le long de la route de la soie, dont les noms dérivent du mot ashkénaze. Ces théories sont fascinantes, audacieuses, mais elles posent un problème majeur, la taille de l'échantillon. Pour arriver à ces conclusions sur les ashkénazes d'Europe orientale, El-Haïk s'est appuyé sur l'ADN de seulement 8 hommes. 8. Pour une population de millions de personnes, pour une théorie qui bouleverse toute l'historiographie juive, 8 échantillons semblent dramatiquement insuffisants. Et il y a un problème encore plus fondamental. Nous n'avons aucun ADN khazar confirmé avec lequel comparer.
Les 2 squelettes khazars, analysés en 2017, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, révèlent des haplogroupes turcs, pas juifs. Mais cela ne nous dit rien sur les khazars convertis au judaïsme. Peut-être que les khazars juifs avaient une signature génétique différente. Peut-être qu'ils se sont mélangés avec des communautés juives migrantes venues de Perse ou de Byzance. Sans échantillon ADN de khazars clairement identifiés comme juifs, toute comparaison génétique repose sur des suppositions et des substituts. El Haïk utilise des Géorgiens et des Arméniens comme proxy pour les khazars. Mais les Géorgiens et les Arméniens ne sont pas des khazars. Ils vivaient dans des régions adjacentes, certes, mais ils avaient leurs propres identités ethniques, leur propre histoire migratoire. Utiliser ces populations comme substituts équivaut à dire que les Français sont des substituts pour les Allemands parce qu'ils sont géographiquement proches. C'est méthodologiquement problématique. Au-delà de la génétique, l'archéologie ne soutient pas non plus la théorie khazare. Si des millions de Khazars avaient migré vers l'Europe orientale au XIIe et XIIIe siècle, nous devrions trouver des traces matérielles de cette migration. Des artefacts typiquement khazars, poteries avec motifs géométriques, caractéristiques, armes de style nomade, harnais de cheval, fibules, auraient dû être découverts dans les régions où les Ashkénazes se sont établis. Or, rien de tel n'a été trouvé. Les objets juifs médiévaux découverts en Pologne, en Allemagne, en Ukraine sont typiquement européens, influencés par les cultures locales, pas par les traditions des steppes. De plus, les anciennes synagogues ashkénazes suivent des plans architecturaux proches de ceux des synagogues rhénanes et séfarades, pas des structures qui rappelleraient l'architecture khazare, si tant est que nous sachions à quoi ressemblait cette architecture. La linguistique infirme également l'hypothèse khazare. Le yiddish, la langue des juifs ashkénazes pendant des siècles, est clairement une langue germanique avec des emprunts hébraïques et slaves. Sa grammaire, son vocabulaire de base, sa phonétique sont germaniques. Si les ashkénazes descendaient principalement des khazars, nous nous attendrions à trouver des substrats turcs significatifs dans le yiddish. Or, ces substrats sont minimes, voire inexistants. Les noms de famille ashkénazes, Goldberg, Rosenberg, Feldman, Katz, Cohen, sont soit allemands, soit hébraïques, soit slaves. Aucun ne présente de racines turques ou khazars identifiables. Köstler avait suggéré que certains noms pouvaient avoir des origines caucasiennes, mais les linguistes, spécialistes des langues turques, ont réfuté ces affirmations. Il n'y a tout simplement pas de traces linguistiques d'une influence khazare massive sur la culture ashkénaze. Alors pourquoi cette théorie persiste-t-elle ? Pourquoi, malgré des décennies de réfutation scientifique, l'hypothèse khazare continue-t-elle de circuler ? La réponse est politique. La théorie khazare est devenue une arme dans les débats contemporains sur Israël, le sionisme et l'identité juive. Si les juifs ashkénazes ne descendent pas des Hébreux du Levant, alors leur revendication historique sur la terre d'Israël s'affaiblit. Des critiques anti-sionistes ont saisi cette opportunité. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a publié en 2023 un article affirmant que les Juifs européens sont des descendants khazars sans lien génétique avec la Palestine historique. Son argument, si les Ashkénazes sont des khazars, alors la création d'Israël est un projet colonial européen sans légitimité historique au Proche-Orient. C'est une instrumentalisation politique d'une théorie scientifiquement discréditée. Mais l'utilisation politique de la théorie khazare ne se limite pas seulement aux critiques d'Israël. Les suprémacistes blancs et les antisémites contemporains l'ont également adoptée. Pourquoi ? Parce qu'elle leur permet de délégitimer les juifs tout en prétendant ne pas être antisémites. Ils affirment « Nous ne haïssons pas les juifs, nous disons simplement que les soi-disant juifs d'aujourd'hui sont des imposteurs khazars qui ont volé l'identité du véritable peuple d'Israël. » C'était exactement ce que Köstler voulait éviter. Il espérait que sa théorie détruirait l'antisémitisme racial en prouvant que les Juifs n'étaient pas une race sémite. Mais l'effet a été inverse. L'antisémitisme s'est adapté, a muté, a trouvé de nouveaux discours. Loin de disparaître, il a utilisé la théorie khazare comme un nouvel outil de délégitimation. Des sites conspirationnistes,
Des vidéos sur les réseaux sociaux, des pamphlets antisémites modernes citent abondamment Koestler pour affirmer que les Juifs contemporains ne sont pas les véritables descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. L'ironie tragique est qu'un Juif cherchant à combattre l'antisémitisme a involontairement créé l'un des mythes antisémites les plus persistants du XXIe siècle. Il existe cependant une version modérée, plus nuancée, de l'hypothèse khazare que certains historiens juifs acceptent. Personne ne nie que certains khazars se soient convertis au judaïsme. Ce fait est attesté par trop de sources indépendantes pour être entièrement fictif. La question n'est pas « y a-t-il eu une conversion ?», mais quelle était l'ampleur de cette conversion et quelle influence a-t-elle eu sur les populations juives ultérieures ? Il est tout à fait possible, voire probable, que quelques milliers ou dizaines de milliers de khazars convertis se soient mélangés aux communautés juives d'Europe orientale après l'effondrement du khaganat. Cela aurait introduit une petite composante génétique caucasienne ou turque dans le pool génétique ashkénaze sans pour autant en faire la composante majoritaire. C'est ce que suggère la génétique moderne. Les ashkénazes sont principalement d'origine levantine, avec des mélanges européens significatifs, probablement dû à des conversions locales et des mariages mixtes au cours des siècles, et peut-être une infime contribution khazare. Autrement dit, les khazars ont pu contribuer à la diversité génétique ashkénaze, mais ils n'en sont certainement pas la source principale. Pourquoi cette nuance est-elle importante ? Parce que l'histoire juive n'est pas une ligne droite. Les Juifs ne sont pas une entité ethnique figée depuis l'époque biblique. Comme toutes les populations humaines, ils ont évolué, migré, se sont mélangés, ont accueilli des convertis. Des Romains se sont convertis au judaïsme dans l'Antiquité, des Berbères d'Afrique du Nord ont embrassé le judaïsme avant l'arrivée de l'islam. Des Éthiopiens pratiquent une forme ancienne de judaïsme depuis des millénaires. Et oui, peut-être que quelques Khazars ont également rejoint le peuple juif. Cela ne remet pas en question l'identité juive. Cela la rend plus riche, plus complexe, plus humaine. Mais reconnaître cette complexité ne signifie pas accepter la théorie maximaliste de Koestler selon laquelle la majorité des juifs ashkénazes descendent des Khazars. Cette version extrême a été réfutée par la génétique, l'archéologie, la linguistique et l'histoire. Alors pourquoi les Khazars continuent-ils de fasciner, d'obséder, de diviser ? Parce qu'ils touchent à des questions fondamentales d'identité. Qu'est-ce qu'être juif ? Est-ce une religion, une ethnie, une culture, une descendance biologique ? Si les Khazars, un peuple turcique, non sémite, pouvaient devenir pleinement juifs par conversion, cela signifie que le judaïsme n'est pas uniquement transmis par le sang. C'est aussi une identité adoptive, choisie, construite. Cette idée est profondément dérangeante pour ceux qui conçoivent l'identité juive comme une lignée biologique pure remontant à Abraham. Mais elle est libératrice pour ceux qui voient le judaïsme comme une alliance spirituelle ouverte à tous. Les Khazars forcent les Juifs à se poser des questions inconfortables sur eux-mêmes. Et ces questions ne disparaîtront pas parce qu'elles sont au cœur de ce que signifie appartenir à un peuple, à une tradition, à une histoire. L'Empire khazar a disparu il y a plus de 1000 ans, mais les débats qu'il a engendrés continuent de hanter le présent, transformant un royaume médiéval oublié en un champ de bataille idéologique contemporain où se jouent les définitions mêmes de l'identité, de l'appartenance et de la légitimité historique.